Sound 9 Alpha Québec. Maintenant sous le coup. À Rio de Janeiro, en Amérique du Sud. Bom dia. Buenas noches, amigos. Buenas noches, América. Nous sommes ici, à Buenos Aires, ici en Argentine. En direct de l'Uruguay. On est sur la route de la fin du monde. Direction Ushuaia. En direct de la ville de Cataca en Bolivie. Quel régal cette aventure Amérique du Sud. Je suis comme un poisson dans l'eau. Hola los amigos, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont énormément demandé sur les réseaux, de faire un débrief de mon voyage en Amérique du Sud, parce que je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent visiter cette partie du monde mais n'ont pas vraiment d'ordre d'idée sur combien ça pourrait coûter sur place, que voir, que faire, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire, donc je suis très content de la faire aujourd'hui. On va revenir donc sur mon aventure en Amérique du Sud qui s'est passée en 2018 et que vous avez vécu en direct avec moi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la playlist juste ici. J'ai vraiment classé toute la playlist dans l'ordre des épisodes, donc si vous ne l'avez pas vu, plutôt que de voir d'abord cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la playlist, de vous mettre un petit peu dans le bain et ensuite vous comprendrez sûrement beaucoup mieux cette vidéo. Donc on va faire le bilan calmement, en se posant et en se remémorant chaque instant. Puis on parlera du budget, combien ça m'a coûté au total entre les billets d'avion, les bus, la bouffe, l'hébergement, etc., etc. Donc c'est une aventure qui s'est passée entre février 2018 et juin 2018. Il y a eu à peu près 135 jours. Je suis parti donc de Paris direction Rio de Janeiro avec TAP Air Portugal. J'ai eu une petite escale à Lisbonne, donc j'ai fait Paris-Lisbonne, Lisbonne-Paris. C'est un vol qui m'a coûté 537,39 €. Je suis très précis sur les prix. J'ai tout retrouvé d'ailleurs. C'est pour ça que ça me permet de pouvoir faire cette vidéo bilan budget. J'ai payé juste un billet aller. J'avais pas pris le retour parce que je ne savais pas d'où est-ce que je voulais rentrer. Je savais que je voulais voyager plusieurs mois en Amérique du Sud, de visiter des pays que je ne connaissais pas. C'était un rêve pour moi de retourner en Amérique du Sud, puisque en 2014, après mon aventure aux États-Unis, je me suis rendu pour la première fois en Amérique du Sud. Donc en 2015 en Amérique du Sud, j'avais voyagé d'abord l'Amérique du Nord entre États-Unis, Canada, entre 2014 et 2015 à cheval donc sur les 2 années. Et à peu près au mois d'avril 2015, je suis arrivé en Colombie qui était mon premier pays d'Amérique du Sud. Pourquoi la Colombie? Tout simplement parce que j'avais un ami à New York qui arrêtait pas de me parler de la Colombie. C'était un ami colombien. Il me disait Ben, faut que tu ailles visiter mon pays, c'est un pays magnifique. Et j'avais pour projet de visiter l'Amérique latine, en tout cas l'Amérique du Sud, après mon voyage aux États-Unis. Et forcément, quand j'ai regardé la carte de l'Amérique du Sud, le premier pays qui est apparu tout en haut, c'était la Colombie. Et vu que j'étais à San Francisco à ce moment-là, j'ai pris un billet directement de San Francisco en Colombie et je me suis dit bah tiens, je vais aller vérifier par moi-même ce que mon ami colombien m'a dit de son pays et j'ai adoré mon premier pays d'Amérique latine, donc la Colombie. Ce sont d'ailleurs des aventures que vous pourrez pas retrouver sur YouTube. J'ai fait des vidéos, mais à l'époque je ne faisais pas de vlog voyage, en tout cas sur YouTube. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de me lancer et de partager mes aventures un petit peu avec tout le monde. Tous ces moments que j'ai vécu, je me disais waouh, c'est incroyable, il s'est passé tellement de choses que voilà, j'ai envie de le partager, ne serait-ce que déjà pour garder des souvenirs et puis ensuite pour montrer aussi à mes proches un petit peu ce que je faisais, etc. Et puis surtout aussi pour casser un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les voyages, c'est dangereux, c'est comme ci, c'est comme ça. Je voulais montrer un petit peu au monde entier que justement il y a des pays formidables dans le monde, il y a des gens formidables partout et il m'est arrivé tellement d'expériences de malade que voilà, j'avais envie de les partager et c'est comme ça que j'ai commencé donc à faire des vidéos. Donc il y a eu la Colombie pendant un mois, l'Équateur pendant un mois et le Pérou, et ensuite je suis rentré en France en 2015. J'ai eu quelques petits problèmes de santé, après j'ai commencé à monter ma chaîne YouTube, ça m'a mis du temps, j'ai fait quelques petits voyages entre temps et je suis parti donc
au Brésil en février 2018. Et pourquoi cette période-là? Parce que c'était tout simplement un rêve pour moi de faire le carnaval de Rio. Et en 2018, il se passait au mois de février. Donc j'y suis allé à ce moment-là. Donc j'avais prévu de voyager 5 mois en Amérique du Sud, donc de faire les pays que je connais pas, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et la Bolivie. Mais il faut savoir que je me suis attaqué à des monstres de l'Amérique du Sud. Donc au Brésil qui fait 12 fois la France, à l'Argentine qui fait environ 5 fois et demi la France pour seulement 45 millions d'habitants. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 5 fois donc plus grand que la France, et en France on est à peu près 67 millions. Donc imaginez-vous tout le terrain et la superficie qu'il y a en Argentine, et c'est pour ça que je me suis attaqué à des monstres. Et au final j'ai passé beaucoup plus de temps au Brésil et en Argentine car les distances sont très grandes et qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et moi quand je visite un pays, j'aime bien vraiment visiter plusieurs endroits. Je vais pas au Brésil seulement pour faire Rio et puis après je vais ailleurs. Non, pour moi j'aime bien visiter un pays dans sa globalité. Alors ma route se dirigeait vers le sud, c'est pour ça que je n'ai pas fait l'Amazonie et la partie nord du Brésil qui est apparemment une partie magnifique, et ce sera sûrement pour un prochain voyage. Mais du coup je me suis concentré donc sur le sud et je suis allé directement à Rio et j'ai fait donc le carnaval de Rio. Je suis resté à peu près 3 semaines à Rio, donc j'ai un petit peu perdu de temps entre guillemets à Rio. J'aurais pas dû rester aussi longtemps, mais ça faisait longtemps que j'étais pas parti aussi loin seul. Et j'avais encore quelques petites appréhensions puisque c'est vrai que après mon retour en 2015, j'avais eu quelques petits problèmes de santé. Mais entre temps, j'avais quand même fait le Paris-Berlin avec 0 €. J'avais fait quelques petits voyages comme le Maroc, etc. Mais j'avais une petite appréhension, je savais pas par où commencer, etc. Comme le Brésil, c'est énorme. J'avais rien prévu à l'arrache, comme d'habitude, en mode quand on est prévu, tout peut arriver. Donc quand je suis arrivé, je suis resté à peu près 3 semaines chez mon ami Mauro. Puis les derniers jours à Rio, je suis resté chez mon amie Laetitia. D'ailleurs, c'est là que je vais rebondir sur encore une histoire formidable de voyage. C'est que Mauro, c'est un Brésilien que j'ai rencontré à Miami en 2015 dans une auberge. Il était venu avec son fils et on avait énormément sympathisé. Et un jour, il m'a dit: Ben, si tu viens visiter le Brésil, eh ben, tu viens me voir, tu seras le bienvenu. Donc c'est pour ça que je suis allé revoir mes amis brésiliens et je suis resté chez eux. C'était super, on a vécu la période du carnaval ensemble. Ils m'ont présenté plein d'amis, ils m'ont vraiment mis dans le bain. J'ai fait plein de choses à Rio, c'était vraiment super, j'ai adoré cette ville. Et puis donc les derniers jours, j'étais chez mon amie Laetitia, la youtubeuse, hein, certains la connaissent, le corps, la maison, l'esprit. Et à partir de là, une fois que j'avais fait le tour de ce que j'avais à voir, une fois que j'avais fait plus ou moins un itinéraire, alors c'était vraiment pas ultra bien défini, mais j'ai commencé à repérer des spots. J'ai demandé un petit peu à mes amis brésiliens qu'est-ce que je devrais faire en allant vers le sud de Brésil, etc. On m'a conseillé déjà, le premier stop c'était de faire Ilha Grande. C'est une île à 2 heures au sud de Rio. C'est une île vraiment magnifique, ça change complètement de l'atmosphère de Rio. C'est très détente, c'est très relax. Je me baladais avec ma caméra dans la main sans problème. Voilà, il n'y a pas de problème de vol ou d'agression comme il peut y avoir à Rio, en tout cas dans certains quartiers où c'est connoté entre guillemets un peu plus chaud. J'ai adoré, c'est très beau, c'est très nature, donc c'est quand même une île assez grande et il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. À ce moment-là, j'étais avec Morgane, d'ailleurs que j'avais rencontré chez Laetitia, qui était chez Laetitia à ce moment-là. Elle voulait aussi bouger un petit peu de Rio. Moi j'avais dit bah tiens, je vais aller la Grande. Elle m'a dit ah moi aussi j'ai envie d'y aller, donc on était partis ensemble. On était resté à peu près 3 jours sur place et puis après on est parti directement à Paraty. Donc on avait entendu parler de cette ville. On nous a dit que c'était très joli, donc on a pris un bateau et ensuite on a pris un bus et on est arrivé à Paraty. C'est une ancienne ville coloniale, c'est très très beau, voilà, c'est des petits trucs colorés, des pavés, etc. C'est vraiment très très joli, une ville que je recommande absolument d'ailleurs si vous allez au Brésil. On était resté pareil 2-3 jours, on a fait les activités qu'il y avait dans le coin, donc on était notamment parti voir la cascade de Tarzan, là où je m'étais amusé à glisser avec les Brésiliens, là sur les rochers, dans l'eau, tout ça, c'était super. Et ensuite on est parti à Trinidad. Donc Trinidad, c'est pas très loin de Paraty, c'est une sorte de petit village un peu hippie, tout ça, avec une super plage. Et ensuite, on est revenu à Paraty et on a entendu parler qu'il y avait un lodge pas très loin dans la jungle qui était très sympa et on avait besoin de se déconnecter. Et donc avec Morgane, on a décidé de partir dans ce lodge dans la jungle qui était à quelques kilomètres de Paraty. Et on est resté à peu près 2 jours, 1 nuit, ou je crois 3 jours de nuit, quelque chose comme ça. C'était un Argentin qui tenait ça, il avait construit un super lodge dans la jungle au milieu de nulle part. C'était très nature, très sympa, très relax, très chill. Et on a vraiment
adoré. Et après, nos routes se sont séparées, donc on est retourné à Paraty. Elle est remontée sur Rio parce qu'elle avait son vol retour. Et moi, j'ai continué ma route. Je suis allé à Sao Paulo. Donc Sao Paulo, il y en a beaucoup qui m'ont découvert via ce vlog. Le vlog à Sao Paulo où il s'est passé plein de trucs. L'agression en direct dans la rue, le kebab à 1 euro, etc. Donc je suis allé à Sao Paulo. J'étais dans une auberge les premiers jours. Et ensuite, une amie de Laetitia m'a hébergé 3-4 jours. Donc Sao Paulo, c'est une très grande ville. J'ai pas autant kiffé que Rio, déjà parce qu'il n'y a pas la mer. Donc pour aller à la mer, il faut aller à 1 heure ou 2 de Sao Paulo, vers Santos. C'est une très grosse métropole. Par contre, il y a un petit truc que j'ai aimé, c'est le Central Park version Sao Paulo, le parc Ibirapuera. Alors je sais plus si je le prononce très bien, mais ça, j'ai kiffé. C'est un très grand parc au milieu de Sao Paulo. C'est très nature, très relax. D'ailleurs, il y avait un terrain de foot. Et j'avais joué au foot avec des Brésiliens, j'avais sympathisé avec eux, c'était super. Il y en a un avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact. Et pour la petite anecdote, son cousin c'est un ancien joueur de foot qui a joué en Ligue 1, qui s'appelle Ilan, qui a joué à Sochaux notamment, voilà, pour les connaisseurs, et à Saint-Etienne il me semble. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on fait des rencontres aussi, on se sociabilise avec le sport. Et de Sao Paulo, je suis parti à Florianópolis, donc qui est une île au Brésil, donc toujours sur ma route du sud vers l'Argentine. Pourquoi Florianópolis? J'en avais entendu parler par un ami franco-brésilien qui a passé une partie de son adolescence là-bas et donc qui connaît très bien cette île et qui m'a dit il faut absolument que tu visites Floripa. Ça s'appelle également Floripa, Florianópolis on l'appelle Floripa. Il m'a dit c'est super beau, donc j'y suis allé comme d'habitude en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver. Je me souviens, j'étais arrivé un matin très tôt par un bus de nuit. Au moment où je suis arrivé, il devait être 4h, 5h du matin. J'ai marché jusqu'au centre-ville, donc de la gare des bus, tout était fermé encore. J'avais pas de réseau, j'avais pas de 4G, pas de puce, rien du tout, pas d'internet, j'avais rien réservé, donc du coup j'ai attendu que tout ouvre un petit peu. J'ai marché jusqu'à un hôtel, j'avais récupéré du wifi. Là sur Booking j'avais trouvé une auberge pas très loin, donc la fameuse prison où je suis resté 2 jours, mais c'était un coin pas populaire du tout de Floripa où je déconseille d'aller parce qu'il n'y a rien autour. Alors l'auberge était pas chère mais elle était vraiment pas top du tout, pas propre, mais bon, j'avais un lit et une douche, c'était le principal, et un peu d'internet. Et à partir de ce moment-là, j'ai contacté donc mon pote Eloy, le franco-brésilien de Floripa, qui m'a dit il faut absolument que tu ailles visiter Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa. C'est le côté vraiment plus touristique, plus backpacker de Florianópolis, parce que c'est quand même une île qui est très grande, hein. C'est pas comme certaines îles de Thaïlande, Koh Phi Phi, où on peut tout faire à pied, non, c'est vraiment très grand. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris un bus, je suis parti directement à Lagoa da Conceição. En sortant du bus, j'ai marché, je me souviens, j'avais rencontré un Brésilien, j'ai dit moi, tu connaîtrais pas un endroit où il y a des auberges et tout? Il m'a dit si, par là, par là. Je suis allé dans la première auberge, elle était nickel, les prix étaient assez intéressants et du coup je suis resté quelques jours dans cette auberge et j'ai adoré mon passage à Florianópolis. Je suis resté 3-4 jours, mais j'ai vraiment adoré, ça a été l'un de mes petits coups de cœur parce que c'est une île entre terre et mer, plutôt entre océan, puisque ça donne sur l'océan Atlantique, mais il y a un côté avec un grand lac, etc. Bref, c'était super, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, c'est très détente. En fait, Florianópolis, on a l'impression d'être au Brésil, mais sans être au Brésil. C'est ça qui est ouf, c'est une atmosphère totalement différente. Je me souviens même une fois, donc j'étais parti dans un côté du lac, j'avais rencontré des Brésiliens, j'avais fait un petit trek, on avait voilà passé une partie du trek ensemble. Après je les avais retrouvés sur place sur un ponton et puis ils m'avaient invité à manger avec eux. Je suis rentré en bateau avec eux, c'était vraiment génial. Les Brésiliens sont tellement chaleureux et sympas. Donc vraiment Floripa, j'ai adoré. Et de Florianópolis, j'ai traversé tout le Brésil et je suis arrivé à la frontière avec l'Argentine, à Foz do Iguaçu, parce que mon but c'était de voir les fameuses chutes d'Iguaçu. C'était magnifique, très impressionnant. Je vous conseille vraiment d'aller voir le vlog parce que c'était superbe les chutes d'Iguaçu. Quand je suis arrivé dans cette ville déjà, Foz do Iguaçu, en sortant, je me souviens, il y avait des petits hôtels juste en sortant de la gare des bus, mais ça faisait pas très auberge de jeunesse, très backpacker, et voilà, il n'y avait pas trop de voyageurs et j'avais pas d'internet, j'avais oublié de repérer une auberge sur place. Donc j'étais un peu embêté, je suis rentré dans un hôtel, il n'a pas voulu me donner le code Wi-Fi et donc je me suis battu pour avoir un petit peu de Wi-Fi à la gare des bus parce qu'il y avait, je me souviens, une agence qui avait du Wi-Fi dans la gare des bus mais elle voulait pas me donner le code et j'ai dit écoutez mais j'ai réservé un billet avec vous, soyez sympa, j'ai juste besoin de 2 minutes, je reste pas longtemps, enfin j'avais négocié ça et au final le mec a été sympa, il m'a donné le code, j'ai repéré une auberge, je l'ai mise sur Maps.me, elle était un petit peu loin, à peu près à 40 minutes à pied, j'avais pas envie de payer un taxi à moi tout seul, les bus étaient assez longs, je me souviens j'ai marché 40 minutes, en plus de toute façon j'avais besoin de me dégourdir les jambes, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai marché dans Foz do Iguaçu et je suis arrivé donc dans une auberge qui était vraiment sympa pour le coup.
Et à partir de là, j'ai récupéré quelques informations parce qu'il faut savoir que les chutes d'Iguazu, on peut les faire de deux côtés. Donc les côtés qui sont les plus connus, le côté brésilien et le côté argentin. Il y a le côté paraguayen, mais on n'en parle quasiment pas. C'est pas le côté qui est le plus touristique. Donc on peut les voir des deux côtés, mais qui dit deux côtés dit payer deux fois. Donc moi j'ai demandé quel côté en tout cas était le mieux, le plus impressionnant, et ce qui revenait le plus à chaque fois c'était le côté argentin, parce qu'on disait que le côté brésilien on avait une vue d'ensemble mais on n'était pas au cœur même de l'action, alors que côté argentin on était vraiment au cœur de l'action, au cœur des chutes. Donc je dis ok, bah, je vais aller visiter côté argentin. J'ai pris un bus, j'ai traversé la frontière, c'était vraiment très facile puisqu'on est à la limite avec la frontière de l'Argentine. Donc j'ai pris un bus, je me souviens ce jour-là j'étais accompagné de 2 Allemands de mon auberge. On est arrivé donc à la frontière, on a fait tamponner les passeports. Le bus nous attendait de l'autre côté, on a repris le bus, il nous a déposé à un certain point. De là, on a pris un taxi qui nous a monté directement jusqu'à l'entrée du parc national d'Iguazu. Alors, petite combine à savoir comme ça, c'est que lorsqu'on arrive à Iguazu, de l'autre côté, donc côté Argentine, qui s'appelle Puerto Iguazu, on m'avait dit qu'il fallait avoir du cash pour payer l'entrée du parc national, etc. Moi, j'ai une carte de voyageur. Apparemment, soi-disant qu'ils prenaient pas les cartes, etc. Ce qui est faux, puisque quand je suis arrivé donc à l'entrée du parc, ils prenaient les cartes. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous donne entre vous et moi, si vous ne le savez pas et que vous comptez visiter. Donc nous, on s'était embêté à retirer de l'argent. On avait fait la queue dans un distributeur à Puerto Iguazu. Bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas du voyage. Et donc, on a visité Iguazu. C'était superbe. Et après tout ça, donc je suis rentré le soir côté brésilien. On avait pris un bus qui était vraiment pas cher, un bus qui ramenait les touristes à la frontière. Et donc du coup à la frontière on a fait du stop pour rentrer parce qu'on a loupé l'autre bus après la frontière. On avait passé un petit peu de temps à la frontière et donc du coup on avait loupé le bus et au final je me souviens comme d'habitude au culot en mode quand un imprévu tout peut arriver. Moi j'ai commencé à faire du stop, les Allemands sont arrivés, on est tombé sur un Brésilien super sympa qui nous a déposé à l'auberge et voilà, ça c'est de l'aventure comme j'aime. Et après Iguazu, donc je suis allé en Argentine, donc voilà, 1 ou 2 jours après, je me souviens plus exactement quand. Ce qui est ouf dans cette aventure, c'est que je ne connaissais rien de l'Argentine, mis à part Buenos Aires, la capitale, et puis j'avais entendu parler de quelques villes, mais je ne connaissais absolument rien. Et quand je suis arrivé, donc, après la frontière brésilienne, je suis retourné à Puerto Iguazu, je suis arrivé à la gare des bus de Puerto Iguazu, et je me souviens, j'étais à la gare des bus et je savais pas où aller. Et je voulais pas aller tout de suite à Buenos Aires parce que c'était quand même assez loin, ça prenait beaucoup de temps. Donc Puerto Iguazu, Buenos Aires, il y a à peu près 1400-1500 km. Et je me revois encore aller voir la personne qui travaillait au guichet. Et je lui ai demandé, voilà, je veux pas aller tout de suite à Buenos Aires, qu'est-ce que vous me conseillez avant? Il y avait quand même quelques panneaux en fait où il y avait écrit Puerto Iguazu Santa Fe, Puerto Iguazu Rosario. Et j'ai regardé un petit peu la map de l'Argentine et là j'ai vu que l'une des premières villes c'était Santa Fe. Et du coup je lui ai dit, est-ce que c'est joli Santa Fe? Et là il m'a dit ouais c'est très joli, ok. Donc du coup j'ai dit comme ça sur un coup de tête, donnez-moi un billet pour Santa Fe, comme c'était beaucoup plus proche. Bon, il faut savoir quand même hein, parce que je l'ai noté pour vous montrer un petit peu les distances de l'Argentine. Puerto Iguazu Santa Fe, ça fait à peu près 1167 km. Donc c'est quasiment toute la France du nord au sud. Ça fait à peu près 13 heures en voiture. Vous vous imaginez qu'en bus c'est beaucoup plus long. Et donc forcément qui dit trajet long, on dit plus coûteux en bus, on parlera des prix juste après. C'est un trajet qui m'a duré, je me souviens, de la fin de l'après-midi jusqu'au lendemain matin, donc j'ai passé la nuit dans le bus. Après ce qui est bien, c'est que c'est des bus qui sont pour la plupart des fois couchettes, pas totalement, c'est ce qu'on appelle des semi-camas, on est quand même comme ça, on est quand même assez bien. Celui-là était assez confortable, j'avais le repas du soir et j'avais le petit déjeuner le lendemain. Mais dans les bus quand même, il vaut mieux prévoir toujours un petit casse-croûte, un paquet de gâteaux, une banane, une pomme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que c'est pas toujours dit que dans certains bus on vous donne à manger, il vaut mieux demander avant quand vous payez au guichet. Et la deuxième raison, c'est que des fois il y a des personnes qui ont des restrictions alimentaires. Je prends l'exemple d'une personne qui mange pas de porc ou d'une personne végétarienne. Souvent, ça arrivait qu'en Argentine on nous donne des sandwichs au porc. Donc là je me mets à la place de personnes qui mangent pas de porc ou qui mangent pas de viande. C'est assez embêtant. Donc forcément, vous allez pas manger ce qui compose l'ingrédient principal de votre repas, en tout cas le sandwich. Vous allez vous retrouver avec quasiment rien, un paquet de crackers, un petit gâteau, et donc vous allez avoir faim sur des bus qui sont quand même assez longue distance. Je conseille toujours de se préparer un petit casse-croûte, ne serait-ce que du pain, du fromage, une petite tomate, quoi que ce soit. Avoir un paquet de gâteaux, une banane, c'est toujours mieux, et avoir également toujours une bouteille d'eau avec soi. Donc le lendemain j'arrive à Santa Fe et là c'était énorme parce que je me rends compte, je me connecte à la gare des bus en Wi-Fi et je me rends compte qu'il y
avait aucune auberge. Donc je sors de la gare des bus et puis je commence à marcher, je repère un petit hôtel et il me dit désolé, je suis complet. Parce qu'en fait on était en pleine Semana Santa. Et la Semana Santa en Amérique latine, vraiment dans toute l'Amérique latine, c'est ce qu'on appelle la semaine sainte. C'est vers Pâques, c'est vers avril, quelque chose comme ça. Et donc c'est une semaine qui est bookée un petit peu partout parce qu'il y a une période de vacances. Et donc les gens bougent un peu partout, etc. Donc ça arrive que des fois les auberges soient un peu plus remplies, les hôtels pareil. Donc là je savais pas quoi faire, je vais dans un deuxième hôtel, il était pas plein mais il était quand même assez cher. Donc là je savais pas quoi faire et je me suis dit bon bah au pire des cas je retourne à la gare des bus, je dors à la gare des bus et puis demain matin je prendrai un autre bus pour une autre destination, je verrai, j'irai ailleurs, etc. Et puis j'ai eu quand même une dernière idée, je suis rentré dans un hôtel et je me souviens, j'ai demandé le code wifi, je me suis installé, les gens étaient très sympas et j'ai eu l'idée d'aller sur Couchsurfing, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je sais même pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant, parce qu'en fait quand j'étais hébergé au Brésil, bah, c'est comme si j'avais fait plus ou moins du Couchsurfing mais sans passer par l'application. J'ai dormi chez Mauro, j'ai dormi chez une amie de Laetitia à Sao Paulo, etc. Donc j'avais un petit peu zappé l'application. Au final je me suis connecté sur Couchsurfing, j'ai vu quelques profils, j'ai envoyé quelques requêtes, j'ai attendu à peu près 1 heure et je vous promets que c'est vrai. En à peine 1 heure, il y avait une personne qui m'avait répondu et qui m'a dit « Tu peux venir chez nous » et ils habitaient à 5 minutes de l'hôtel où j'étais en train d'envoyer des messages. Et là, je suis tombé sur 2 frères argentins ultra sympas. C'était Augustine et Pablo, donc ils vivaient à Santa Fe et ils avaient la chance, et en tout cas, c'était une chance aussi pour moi, ils parlaient français parce qu'ils avaient étudié tous les deux en France, donc ils parlaient quand même très bien français. Et c'est grâce à eux que j'ai été mis dans le bain de la culture argentine dès le début. C'était super, ils m'ont ouvert les portes de l'Argentine. Je suis resté à peu près 3 jours chez eux, c'était génial. J'ai adoré mon expérience à Santa Fe. Ils m'ont fait visiter la ville de Santa Fe, qui est pas une grande ville, mais quand même qui est très sympa, au bord du Rio, donc du fleuve et tout. C'était génial et franchement, j'ai trop kiffé vivre cette première expérience avec eux, à la locale, à l'Argentine. Et c'est comme ça que j'en ai pu apprendre un peu plus sur la culture. Et j'ai tracé après ça directement à Rosario. Pourquoi Rosario? J'adore le football et j'en avais entendu parler parce que c'est la ville donc de Lionel Messi. Mais du coup, c'était aussi un point de passage juste avant Buenos Aires. Et comme c'est aussi l'une des plus grandes villes en Argentine, j'avais envie d'aller voir. Donc là, j'ai refait du Couchsurfing. En plus, je sortais d'une super expérience. Je suis allé donc chez Micaela qui m'a hébergé quelques jours en Couchsurfing. C'était super. Une Argentine vraiment sympa. Et donc, j'ai visité Rosario. J'ai même eu l'opportunité d'aller dans les barrios sud. Les barrios, c'est les quartiers sud, un peu comme les banlieues, donc la banlieue de Rosario. Et je me suis pointé même devant la maison d'enfance de Lionel Messi. J'ai rencontré le meilleur ami d'enfance de Lionel Messi, celui qu'il a connu depuis tout petit, avec qui il jouait dans les rues, tout ça. C'était super. Et c'est pas un fake, puisque je suis même allé voir après sur Instagram. Lionel Messi était abonné au Instagram de ce gars-là. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus comment il s'appelait. Enfin bref, c'est pas très grave. C'était véridique, j'ai vu des photos, il m'a montré des photos avec lui, des photos où il était à son mariage. Le gars avait des photos avec Neymar, avec des joueurs de Barcelone, Suarez, tout ça, machin. Parce que forcément, il avait été invité au mariage de Lionel Messi. Donc c'était vraiment super. J'ai kiffé Rosario, ça a été aussi l'un de mes petits coups de cœur de l'Argentine. C'est une belle ville, pareil, en bord de fleuve. Il y a ce qu'on appelle un malecón. Donc c'est, voilà, il y a un bord de fleuve. C'est assez long, hein. Il y a un côté où il y a une sorte de skatepark, il y a un autre côté où il y a de la pelouse, on s'assoit, on papote, on prend une petite bière, un petit maté, tout ça. Enfin, c'est vraiment sympa, on admire le coucher du soleil. J'ai bien kiffé donc la ville de Rosario. Et après Rosario, je suis parti directement à Buenos Aires et je suis parti avec Micaela qui était libre, c'était un week-end, je me souviens, elle voulait aller à Buenos Aires pour aller à un concert et on est parti ensemble. Alors Buenos Aires, Rosario, c'est pas très loin. On l'a fait 2 jours, on était parti assez tôt, on l'avait fait en bus. Ça fait à peu près donc 299 km, soit 3h19, toujours en voiture. Il faut savoir que je donne les calculs de trajet en voiture parce que c'est ce que Google Maps me donne, mais il faut savoir qu'en bus c'est toujours un peu plus long. Et donc on est arrivé à Buenos Aires, on a fait du couchsurfing, on était tombé sur Christian, un Colombien qui vivait à Buenos Aires. C'était vraiment sympa, on a visité Buenos Aires avec lui, il habitait dans un quartier très chouette de Buenos Aires. Quelques jours après, donc je me suis envolé, non, j'ai pris le bateau direction l'Uruguay et donc là en Uruguay, j'ai voyagé, j'ai fait plusieurs villes, j'ai fait Colonia del Sacramento, ensuite Montevideo, la capitale. D'ailleurs, je suis allé en stop et j'ai bien galéré cette journée-là.
j'ai fait Piriápolis, ensuite j'ai fait Punta del Este et c'est tout. Je devais aller à Punta del Diablo, mais il faut savoir qu'en fait à cette période où je suis allé en Uruguay, c'était une période qui n'était pas touristique, c'était le début de l'hiver, il commençait un petit peu à faire froid, donc dans les petites villes comme Piriápolis, Punta del Este qui sont des petites villes en bord de mer, ça commençait vraiment à se vider, il y a plein de commerces qui commençaient à fermer, donc c'était, voilà, il n'y avait pas cette ambiance de voyageur. J'ai fait du couchsurfing notamment là-bas, etc. J'ai fait beaucoup d'autostop en Uruguay pour ceux qui ont suivi les aventures en Uruguay. J'ai bien aimé l'atmosphère en Uruguay, les gens sont vraiment sympas, j'y ai rencontré des gens formidables, j'ai dormi d'ailleurs chez une dame en couchsurfing, c'était super parce qu'en fait j'avais parlé à sa fille qui n'était pas en Uruguay à ce moment-là, qui était en Espagne, et en fait elle m'a dit mais ma mère est là, peut-être qu'elle peut t'héberger. Je dis bah voilà, je reste une nuit à Piriápolis, je suis un peu en galère parce que les auberges sont fermées, enfin voilà, j'avais eu quelques complications avec les 2 auberges qui étaient sur place, et donc forcément pour pas me retrouver au camping ou pour pas me retrouver dans un hôtel, etc. Vous savez comment je voyage, j'essaie de faire attention aussi à mon budget. Et ben du coup je me suis retrouvé chez cette dame et c'était une super expérience. En plus elle a été très ravie de m'avoir parce qu'à ce moment-là sa fille était à l'étranger, ses enfants les plus grands ne vivaient plus chez elle, donc elle a adoré passer un moment avec moi comme moi j'ai adoré passer un moment avec elle. C'était vraiment très sympa et d'ailleurs je l'ai appelée ma mère uruguayenne pour rigoler, mais c'est vrai que c'est resté de très bons souvenirs. Et donc après Punta del Este, quand j'ai vu que voilà que c'était un petit peu mort en ce moment l'ambiance en Uruguay, et ben j'ai fait de l'autostop et j'ai retraversé le pays d'est en ouest direction Colonia del Sacramento, qui a été d'ailleurs l'un de mes coups de cœur. Colonia, c'est une petite ville en Uruguay, c'est l'une des premières villes quand on arrive comme ça en bateau de Buenos Aires et c'est vraiment magnifique. Si vous allez en Uruguay, vous pouvez pas louper cette ville, c'est absolument magnifique. Donc je suis retourné à Buenos Aires, là j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais envie de visiter des trucs, etc. Donc j'ai fait du couchsurfing, j'étais tombé sur des Colombiens très sympas qui vivaient à Buenos Aires, et donc j'ai visité ce que j'avais à visiter, et ensuite j'ai tracé direction Mar del Plata. Alors Mar del Plata, c'est une ville balnéaire en fait qui vit durant l'été. C'est-à-dire que la plupart des Argentins qui vivent à Buenos Aires, ils vont à Mar del Plata pour passer les vacances. Et donc du coup, ce qui fait que c'est très rempli. Imaginez les Parisiens qui pendant le mois de juillet août, quand ils ont un peu chaud, ils ont un petit week-end, ils décident d'aller à Deauville. Mar del Plata, c'est un peu la même chose. Sauf que là, on rentrait dans les périodes qui n'étaient plus du tout estivales et donc c'était assez mort. Mais je suis tombé sur des Argentins très sympas qui m'ont hébergé aussi en couchsurfing. Je me suis pas attardé longtemps à Mar del Plata parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, mais c'était quand même très sympa, une très bonne expérience. Et de Mar del Plata, je suis allé directement à Puerto Madryn parce que à côté de Puerto Madryn, il y a une péninsule qu'on appelle la péninsule Valdés, et il paraît qu'à certains mois de l'année, donc il faut y aller pendant les bonnes périodes, on peut admirer des baleines. Malheureusement, je n'y étais pas pendant les bonnes périodes, mais c'était quand même très sympa. Alors les distances sont très longues, j'avais quand même une bonne nuit de bus, il y a eu quelques galères dans le bus, j'étais arrivé un peu tard, etc. Mais ça c'est pas très grave, ça fait partie des aléas du voyage. Et donc au début j'étais hébergé chez Jorge, un Argentin, il m'a dit Ben je peux te dépanner qu'une nuit là, parce que après le lendemain c'est pas possible. Et le lendemain, paf, j'ai été hébergé chez Erika en couchsurfing, et là j'ai adoré mon expérience avec Erika, c'était super. Elle vivait avec ses 2 chiens, elle m'a montré des plages de Puerto Madryn, c'est vraiment un coin très nature, et on est parti ensemble sur la péninsule Valdés, on a campé là-bas, c'était génial, on a vu des guanacos, les fameux lamas d'Argentine, voilà, qui sont un peu plus fins, un peu plus petits, c'est très nature cette péninsule. On a fait du camping sauvage, c'était génial. Je me souviens, on avait fait un asado ensemble végétarien parce qu'elle était végétarienne. Donc un asado, c'est le barbecue typique à l'Argentine, ils adorent ça, les Argentins, vous verrez si vous allez en Argentine. J'ai vécu l'une de mes plus belles expériences en Argentine avec elle. On avait campé comme ça à l'arrache et c'était vraiment génial. C'est des moments qui sont là tout le temps. Heureusement que je les ai aussi en vidéo, mais ils resteront là tout le temps. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller directement à Ushuaia parce que entre donc Puerto Madryn et puis Ushuaia, de ce côté-là de la Patagonie, il n'y a pas grand-chose à faire côté est. Il n'y a qu'une seule route, c'est la route nationale 3. Elle trace le pays du nord au sud côté est. Et de l'autre côté de l'Argentine, pareil, il y a une route nationale qui fait pareil, nord-sud, sud-nord. Ce qui s'est passé, c'est que donc il n'y a rien entre Puerto Madryn et Ushuaia, donc j'avais rien à visiter. Il y a juste une grande île qui s'appelle Rio Gallegos, mais il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, on m'a pas conseillé d'y aller. Et donc du coup, quand j'ai voulu aller à Ushuaia,
le bus était complet parce que c'était le 1er mai et là-bas en Argentine le 1er mai c'est aussi la fête du travail, donc le bus était complet. Et en général moi quand j'arrive dans la gare de bus, vu que je suis un voyageur seul, je me pointe, je regarde les horaires des fois avant sur internet parce qu'il y a des sites qui permettent de voir les horaires, ou bien 2-3 jours avant je me renseigne, ou bien quand j'arrive dans une ville, je sais que après je veux aller dans une autre ville, je me renseigne directement sur les horaires, je dis bah voilà dans 2-3 jours je vais aller à tel endroit, combien ça coûte, etc. Je compare les prix avec les agences, voilà un petit peu comment je fais. Donc je savais les horaires, je me suis pointé à la gare des bus, sauf que le bus était complet et je me revois à la gare des bus. Le guichetier m'avait dit attends, peut-être on verra s'il y a peut-être une petite place qui se libère, un désistement, quoi que ce soit, il y a moyen que tu ailles dans le bus et tout. Et au final je me souviens, je vais sur le quai, pas de place, le bus full, et je me souviens parler au chauffeur et dire mais s'il vous plaît je peux me mettre à côté de vous, c'est pas grave, je peux, voilà, je prends pas de place, je peux me mettre dans un coin du bus, par terre, s'il vous plaît, nanana, je vais pas attendre un jour, je savais pas quoi faire, Rika venait de me déposer, tout ça. Donc je me suis dit bon bah tant pis, ça fait partie des aléas du voyage, bah au pire des cas je passe une nuit dans la gare des bus et puis je pars le lendemain matin très tôt, je fais de l'autostop, au moins je suis au chaud dans la gare des bus et puis à 4-5 heures du matin, je prends le premier bus, j'attends pas parce que le bus en fait était le soir. Le bus était sous les coups de 19 h, j'allais pas attendre encore toute une journée à Puerto Madryn. Je me suis dit tant pis, je prends sur moi et puis je trace en stop sur toute la Patagonie vu que c'est super simple. Il y a une route, elle va tout droit, elle trace directement vers le sud du pays et je me débrouille. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pas dormi à la gare des bus, je suis retourné chez Rika pour une nuit, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai expliqué la situation. Donc au final, je suis retourné chez elle et le lendemain matin, je suis parti très tôt, j'ai pas voulu la déranger. À 5 h, paf, je me souviens, j'ai tracé. Donc je suis arrivé très tôt à la gare des bus et à la gare des bus, j'ai pris un bus pour 1 ou 2 euros qui m'a déposé juste au bord de la route. Je m'en souviens, il m'a déposé au bord de la route et au bord de la route, j'ai commencé à faire de l'autostop. Et alors là, c'est sûrement le moment où je suis le plus fier dans mon voyage, avec un autre moment que je vous parlerai après. Mais je suis allé jusqu'à Ushuaia, la fin du monde, la dernière ville avant l'Antarctique. Il faut savoir que j'ai fait donc Puerto Madryn, Ushuaia, j'ai fait à peu près 1790 km en stop. Il faut savoir qu'en voiture, c'est à peu près 21 h et 11 minutes. Donc en bus, c'est beaucoup plus long. C'était une demi-journée, plus une nuit de bus, plus encore une demi-journée. Et puis en plus, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, Ushuaia, c'est séparé par le détroit de Gibraltar. Donc il faut prendre le bateau, traverser le détroit de Gibraltar, etc. En fait, le bus vous emmenait à un certain endroit et après, il fallait prendre un autre bus qui vous emmenait jusqu'à Ushuaia. Enfin, c'était tout un micmac. Et moi, j'y suis allé à l'aveugle, en stop, dans le froid, etc. Je m'en foutais. Donc j'ai ultra galéré. Mais j'ai quand même réussi après multiples conducteurs, après beaucoup de passages à marcher à pied avec mes sacs, à bien galérer, etc. J'ai réussi à me retrouver avec 2 conducteurs. En fait, il y avait un checkpoint à un certain moment donné de la Patagonie. C'était un checkpoint de police. Tout le monde était obligé de s'arrêter. Le camion dans lequel j'étais n'allait pas à Ushuaia et il m'a dit si tu veux je te dépose là parce que tous les camions sont obligés de s'arrêter et tu auras peut-être plus de chances de trouver un camion qui va à Ushuaia à partir de là. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis descendu du camion et là je suis tombé sur 2 conducteurs trop sympas, 2 jeunes, 2 routiers qui m'ont pris avec eux, qu'ils allaient à Ushuaia sauf qu'ils m'ont déposé à Rio Gallegos parce que en fait ils avaient des trucs à faire là-bas. Et ils savaient pas exactement combien de temps ils allaient rester avant de pouvoir aller à Ushuaia. Donc c'était peut-être une nuit, 2 nuits, etc. Voilà. Ils avaient du travail, ils avaient des choses à faire dans le coin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont déposé là-bas. Il faut savoir quand même que j'ai dormi avec eux un soir. Parce que les routes sont très longues, on n'a pas fait ça en une journée. Donc moi j'avais tracé toute la journée en stop et le soir on s'est arrêté dans un endroit, dans une station essence et j'ai dormi avec eux dans le camion. Alors c'était très inconfortable parce que eux forcément ils étaient 2 conducteurs, ils avaient les 2 lits couchettes dans le camion. Mais au moins ils m'ont pas laissé dehors, c'est-à-dire que j'avais un endroit où dormir au chaud mais j'étais genre comme ça et j'ai super mal dormi parce que dormir comme ça c'est pas facile. Mais au moins j'avais un endroit au chaud et puis le lendemain ils ont été sympas. Quand on a commencé à rouler, ils m'ont dit écoute si t'es fatigué, prends le lit, va te reposer derrière et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti me reposer un petit peu. Et ensuite donc on est arrivé dans la ville de Rio Gallegos, ils m'ont déposé là. Et après c'est là où j'avais pris mon étiquette, je me suis changé parce qu'il faisait super froid. On est arrivé vraiment dans le sud de l'Argentine. J'ai préparé mon petit panneau Ushuaia. Et là j'ai attendu pendant longtemps dans une station essence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre. Donc j'ai commencé à marcher direction la route qui va avec la frontière avec le Chili parce qu'il faut savoir que en fait pour aller au Ushuaia il y a une petite partie, il faut traverser la frontière avec le Chili, donc ça fait Argentine,
Chili et encore Argentine et on arrive à Ushuaia. Et donc je me suis mis à un point stratégique à côté d'un feu. Et là je suis tombé sur un Argentin très sympa qui m'a pris avec lui, qui m'a dit écoute, je vais t'emmener dans un endroit, ce sera beaucoup plus simple pour toi pour faire du stop parce que tous les gens qui passent par là, ils vont directement à la frontière avec le Chili et donc ce sera beaucoup plus simple. C'est ce que j'ai fait. Et après 10-15 minutes à cet endroit-là à attendre, je suis tombé donc sur deux dames très gentilles qui m'ont pris avec elles en stop, donc qui étaient avec un enfant en bas âge. Et elles m'ont amené à la frontière et à partir de la frontière donc j'ai fait le tampon, tout ça, nanana, et je suis passé donc côté chilien. Et côté chilien je suis tombé sur un bus touristique vraiment cool qui s'est arrêté, qui m'a déposé à un certain endroit. Lui continuait direction l'entrée vraiment du pays, du Chili, et moi je retournais vers l'Argentine, donc côté Ushuaia, la terre de feu. Et je me suis mis dans cet axe-là, j'ai continué moi à gauche direction Ushuaia, j'ai attendu 2-3 minutes et là je suis tombé sur un camion trop cool. Il m'a emmené avec lui direction Rio Grande. Donc en fait c'était le point de passage pour traverser le détroit de Gibraltar. On a traversé le détroit de Gibraltar ensemble sur le camion. J'ai même pas eu à payer le passage en bateau ou quoi que ce soit parce que j'étais avec le camion. Donc on a passé le détroit ensemble. Et là après le détroit, il faut savoir que c'est des routes ultra sinueuses. Il y a pas vraiment de route, c'est du gravillon partout, c'est en travaux, enfin c'était une aventure de malade. Les distances sont pas énormes et vu que les routes sont pas très bonnes sur cette partie-là, bah ça mettait beaucoup plus de temps. En plus on est en camion donc il fallait qu'il soit prudent, puis ça roule beaucoup moins vite. Donc on est arrivé donc à Rio Grande et là ça a été l'un des plus grands dilemmes de cette aventure, c'est qu'on est arrivé assez tard, il m'a déposé dans une station essence et là je savais pas quoi faire, j'avais pas d'internet, j'avais rien, mais du coup je me suis posé à la station essence et je me suis dit mais où est-ce que je vais dormir ce soir? Et en réfléchissant, je me suis dit bah c'est pas grave, je me pose avec mon ordi dans la station essence, au pire des cas je reste éveillé parce qu'il n'y a pas grand monde dans la station essence, et puis le lendemain matin quand il fera jour, ce sera sûrement plus facile pour refaire de l'autostop, je prendrai sur moi, je serai sûrement un peu fatigué, en plus je suis plus très loin, je suis à peu près à 200 km, 300 km de Ushuaia, demain matin je termine ça tranquille. Et au final, la vendeuse à la station essence, j'étais voilà, dans le sort de petit restaurant de la station essence, elle me dit que en fait la station elle ferme à minuit et je me dis mince mais qu'est-ce que je vais faire, je vais me retrouver dans le froid, il n'y a plus personne, il y a juste de temps en temps une personne qui vient mettre de l'essence, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit bon, au pire des cas il y a des camions qui sont garés, j'irai toquer au camion, je demanderai si je peux dormir avec eux, quoi que ce soit, histoire de pas être dans le froid, ou bien j'irai dans les toilettes de la station essence et je resterai là pour pas mourir de froid, parce que franchement ça va être galère. J'étais au milieu de nulle part, à l'entrée de la ville, mais j'étais pas vraiment dans la ville, et en plus ce qui était bien c'est que j'étais pas loin de l'axe, en tout cas de la route qui allait vers Ushuaia, donc je me suis dit si je quitte cet endroit, que je rentre dans la ville pour trouver un hôtel, en plein milieu de la nuit ça va être galère, il y a personne qui passe par là, donc qu'est-ce que je fais? Et au final, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je suis allé au bord de la route, il faisait noir total, il y avait juste une petite lumière au-dessus de moi, et je me suis mis en dessous de la lumière, et il y a une voiture qui est passée, mais vraiment, il y a une seule voiture qui est passée. J'ai fait des signes comme si j'étais perdu sur une île déserte et qu'il y avait un avion qui passe au-dessus de moi. J'ai fait ouais, SOS, je suis là. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, mais on était dans le noir total et je sais pas pourquoi. On m'a toujours dit dans l'autostop, quand tu le sens pas, faut pas monter. Et je sais pas pourquoi, c'est pas que je sentais pas la personne, mais l'atmosphère, la fatigue, tout le fait qu'on soit dans le noir total comme ça, je sais pas, je voyais pas très bien le conducteur.